Ah oui. Oh la vache. D'accord. C'est du lourd là. Hein. Personne décède sans famille. Nous, notre mission, c'est de lui en retrouver une. Donc là, on apprend que sa spécialité était cuisinier. On a une photo. Il y a quelqu'un qui est décédé et à la clé, il y a des héritiers qu'on va retrouver et qui vont être bouleversés par la nouvelle qu'on va leur apporter. Je comprends rien du tout. Attendez, une succession de quoi? Eh bien, c'est la succession d'une fille que votre maman a eue avant son mariage avec votre papa. Ah, attendez, je crois que j'ai quelque chose de bien là. C'est savoir reconstituer le puzzle d'une vie. Il est parti en Indochine. Je vois la trace de l'embarquement sur un bateau en direction de Saigon. Alors, mais cet homme-là est devenu prêtre. Ah non, il est devenu moine. On bouleverse forcément la vie des gens. Pour vous, ça serait un oncle. Enfin, J'ai un oncle. Voilà. Bah du coup, je vais reprendre un petit café, hein, ça me... Gidailovitch. Voilà. On sait d'où on part, on sait jamais où on va arriver, et on est sûr qu'on va avoir des coups de théâtre, des revers. Vous la connaissez pas du tout? Pas du tout. Pas du Mais tout. vous saviez qu'elle existait ou Non, même non. pas du tout? D'accord. Votre père ne vous a jamais parlé de sa fille ou de sa vie en France? Jamais. Mon père n'est plus là, mais je trouve ça injuste qu'il ne nous ait rien dit avant de mourir. Chaque dossier est une histoire. Et parfois, cette histoire se mêle à la grande histoire. C'est ce qu'on a là. Un livret de travail. Donc là, pas de doute, elle a effectivement intégré les jeunesses hitlériennes. De la croix, de gaz, de peinture par Renoir. Sans que je l'ai jamais su, j'avais un grand-oncle et un grand collectionneur. Adjugé 550. C'est finalement un peu gagner au loto sans avoir joué. La succession, en fait, aujourd'hui, on l'estime à plus d'1 million d'euros. Vous avez fait la même tête. Dans une carrière de généalogiste, il y a des dossiers qui sont bien plus prenants que d'autres. Chaque dossier est une histoire, et dans notre cas, cette histoire se mêle à la grande histoire. Dans l'épisode précédent, Cécilia recherchait les héritiers de Guy, un survivant des camps de concentration. Lorsqu'on regarde une fiche d'un survivant des camps de concentration, on a un certain nombre d'informations terribles. Un numéro de matricule, c'est compliqué. Prisonnier numéro A, 89-82. Cécilia découvre que Guy avait 2 frères qui ont également survécu à la déportation. À la fin de la guerre, l'un a émigré aux États-Unis et l'autre en Russie. On est en pleine guerre froide. Il est très probable que la guerre ait séparé ces familles définitivement. Après avoir identifié une première héritière aux États-Unis, la généalogiste part en Russie pour retrouver la trace de l'autre branche de la famille, avec comme seule piste une adresse vieille de 30 ans. On s'accroche à cette adresse et Katia me dit le moyen le plus sûr, c'est le télégramme. Bon, d'accord. C'est un peu une bouteille à la mer, si vous voulez, donc c'est un peu étonnant, mais j'espère que ça va marcher. Apparemment, ça va vite. Serguiev Posad, une ancienne cité princière à une centaine de kilomètres de Moscou. La bouteille à la mer est arrivée à bon port, puisque Nina, une nièce du défunt, a répondu au télégramme. Super. Allons-y. Il y a un mélange d'émotions. Je suis excitée, contente, inquiète, j'ai de l'adrénaline. J'ai peur. Mais je suis très contente d'y aller. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Enchantée, moi c'est Nina. Suivez-moi. Cécilia. Bonjour. Je vous présente ma mère. Bonjour. C'était compliqué, mais on a réussi. Je suis vraiment très touchée. Je n'y crois toujours pas. Allez-y, prenez place. Je vois une très jolie femme
très apprêtée, blonde, aux yeux bleus magnifiques, qui... J'avais l'impression qu'elle attendait ma venue depuis des années. Moi, ce que je voudrais savoir surtout, c'est non seulement ce que moi j'ignorais, mais aussi ce que mon père n'a jamais su. C'est en 1940 qu'il a vu sa famille pour la dernière fois. Il ne savait pas ce qu'ils étaient devenus. S'ils avaient survécu à la Shoah ou pas, il ignorait tout. Votre père, Mendel, il avait d'autres frères. Est-ce que vous connaissez leurs prénoms? D'accord. Donc, il y avait Harry, qui est né en 1910, qui est décédé en 2007 aux États-Unis. En fait, Harry a été libéré par les Américains. Et mon père m'a dit que leur camp était aussi libéré par les Américains. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il est venu en Russie? Il disait qu'on lui avait proposé de faire un choix, partir aux États-Unis ou venir en Russie. À l'époque, la Russie est sous régime communiste. Le père de Nina risque alors très gros s'il cherche à communiquer avec sa famille à l'étranger. Je pense que je vais jamais oublier le visage de Nina. Et ce dossier est vraiment très marquant. C'est un des dossiers les plus émotionnellement chargés que j'ai eu. Je vais vous dire de quoi vous allez hériter, d'accord? À peu près, parce que l'inventaire n'est pas encore fait. On a estimé que ce que vous alliez toucher, c'était entre 100 et 120 000 euros. C'est un peu plus de 8 millions de roubles. C'est ça. C'est un héritage inespéré. C'est un héritage excellent. Ah oui, je comprends. Vous êtes peut-être interloqué par le fait que je n'exprime pas trop d'émotions suite à cette nouvelle. Mais c'est simplement parce que je n'y crois toujours pas. C'est vrai, je ne vous mens pas. Toute ma vie, j'ai été très pleurnicharde. Mais quand mon père est mort, je n'ai pas versé une larme, ni à son enterrement, ni jamais jusqu'à aujourd'hui. Et ça fait 20 ans. Mais maintenant, les larmes me viennent et c'est la première fois. Je vous remercie beaucoup pour ces larmes. Eh ben, qu'elles ne retiennent pas ces larmes, c'est important de pleurer. Là, c'était Itzik et Feiga. Itzik et Feiga, les parents de Mendel. J'ai l'impression de la libérer d'un poids. Un poids beaucoup trop lourd, finalement. Donc, et là, mon métier commence à prendre un petit peu son sens. Que juste faire des recherches dans un bureau à Paris, devant un ordinateur. C'est beaucoup plus que ça. C'est rassembler des familles qui ont été détruite. Quand tu étais toute petite. Évidemment. Évidemment. Ouvrir un nouveau dossier, c'est souvent faire un saut dans l'inconnu pour les chercheurs d'héritiers. Surtout quand le défunt ne possède pas d'arbre généalogique. À Strasbourg, une nouvelle enquête commence. Notre défunt Marc a été abandonné puis adopté par une famille. Okay. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, effectivement, donc là, Marc, on voit qu'il a changé de nom et que là, le nom de ses parents n'est pas le même que le nom qu'il porte actuellement en 2019. Il y a des dossiers dans lesquels on est sur des secrets de famille qui concernent directement les personnes. Ces dossiers-là sont souvent particuliers à aborder. Je m'appelle Julien Altenburger et je suis généalogiste successoral depuis 14 ans. L'histoire de Marc s'annonce particulièrement compliquée. Le défunt est décédé il y a 3 mois. Il laisse derrière lui une maison et 200 000 € de liquidité. La seule information qu'on a en fait dans ce dossier, c'est le nom de famille de la maman de Marc.
Est-ce que peut-être tu peux essayer de voir sur la base, tu tapes le nom de Marc, né dans le 68. Les généalogistes possèdent l'une des plus grandes bases de données au monde. Grâce à elle, ils peuvent gagner un temps précieux. Oui, donc c'est une recherche qui va quand même être assez compliquée parce qu'il y a énormément de gens qui ont le même nom que Marc. Donc le plus simple, ça va être de creuser aux archives municipales de Mulhouse. On a de quoi commencer la recherche. Très bien. Merci Julien, bon courage pour les recherches. Le point de départ, ça va être de passer des heures dans les registres poussiéreux, dans les fichiers qui n'ont pas été touchés parfois depuis des dizaines d'années. Première étape, tenter de retrouver les parents de Marc. La tâche s'avère toujours difficile quand il s'agit d'un enfant placé à la DAS. Alors, il me faudrait, s'il vous plaît, le fichier domiciliaire, carton 70 et 623, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, on va chercher la mère. C'est pas dans cette boîte. Ah, je crois que j'ai la mère du défunt. Ça correspond. Et donc, on retrouve Marc Guy, notre défunt. La question qu'on va forcément se poser à un moment donné, c'est pourquoi est-ce qu'il a été abandonné? On se prépare à toutes les éventualités et à tous les rebonds possibles dans l'histoire de cette famille. J'ai découvert que sa mère avait eu un mariage avant son union avec le père du défunt. Et donc, je vais pouvoir rebondir pour chercher une fiche et voir s'il y a eu des enfants qui auraient vécu de cette union. Ça, c'est bon, ça. Donc là, Jean-Paul illégitime. C'est donc un demi-frère. Ensuite, on a Yvonne, c'est bien une demi-sœur. Et enfin, une dernière, Paulette Alice, née en 1949. Excellente nouvelle, là. On a retrouvé effectivement un frère et deux sœurs qui, s'ils sont en vie, sont héritiers dans la succession. Il apparaît assez rapidement que lorsque son mari est décédé, elle a dû abandonner ses 3 enfants à l'assistance publique, probablement parce qu'elle ne pouvait pas s'en occuper. Si Jean-Paul, Yvonne et Paulette sont vivants, ils hériteront de leur demi-frère Marc, abandonné comme eux et dont ils ignorent certainement l'existence. Il arrive aussi que la personne décédée ait eu un destin hors norme, sur lequel les généalogistes doivent enquêter pour retrouver ses héritiers. À droite, droite. Allez, pour les bleus, garde. À gauche, gauche. Dans l'épisode précédent, Claire et Nuno avaient commencé à explorer le passé d'Ipazio, un ancien légionnaire d'origine italienne. Il a œuvré en Algérie, il est parti en Indochine. Et en finale, donc, il a rejoint le bataillon Légion étrangère de Madagascar. Alors, ce qui se dessine à la lecture, à la consultation de ce dossier, c'est un parcours de vie mouvementé. Un Italien qui s'engage à l'âge de 27 ans, grosso modo, dans la Légion étrangère, donc on ne sait pas pourquoi. Qu'était la vie d'Ipazio avant 1950 ? Voilà, le gros point d'interrogation qui nous reste élucidé. Aujourd'hui, les généalogistes retournent aux sources, là où est né le légionnaire, dans le sud de l'Italie. Ils espèrent percer les mystères de son passé dans sa commune de naissance, un petit village des Pouilles. Est-ce que la famille est encore sur place? Est-ce qu'on va trouver des habitants pour lesquels ce nom va signifier quelque chose, Est-ce qu'on va retrouver donc des amis, des cousins éloignés? On arrive dans un tout petit village des Pouilles.
charmant. Et là, très vite, on se rend compte que tout le monde se salue, qu'il y a vraiment une toute petite place centrale et que c'est là que tout le monde se retrouve et que tout le monde discute. On rencontre un vieux monsieur charmant qui s'interroge parce qu'il voit bien qu'on n'est pas du coin avec Nuno. Et donc, il nous demande voilà ce qu'on fait là. Et donc, Nuno lui explique. Il est jamais revenu en Italie. Lui, pour le coup, il est resté en France. Ah oui, c'est devenu de la France pour ça, oui, c'est ça. Cette personne-là. Oui. Retrouver ses héritiers. Oui. Ici, c'était une région très pauvre. Il n'y avait que 4 ou 5 familles de propriétaires terriens qui avaient beaucoup d'argent et beaucoup dans le village travaillaient pour eux, presque gratuitement, pour très peu d'argent. Et au début de la vague migratoire, nous sommes tous partis dans le monde entier. Si Ipazio a imité ses probables frères et sœurs, là, à ce moment-là, on se dit ça va être très compliqué. Chercher des morts pour retrouver des vivants, cela peut sembler paradoxal. Mais les enquêtes des généalogistes commencent souvent dans les cimetières. Quand on arrive au cimetière avec Nuno, on commence notre enquête. Donc on regarde simplement toutes les pierres tombales du cimetière et on essaye de retrouver le nom de famille d'Ipazio. Parfois, il nous arrive de trouver des caveaux familiaux avec beaucoup d'indications sur des défunts. On peut retrouver des familles entières qui sont enterrées au même endroit. Bonjour, excusez-moi. On cherche la tombe des parents d'un homme décédé en France. Il s'appelle comment? Il s'appelle Carne. Je sais qu'il y en a beaucoup ici dans la région. Il y a un caveau familial à ce nom là-bas. Mais en revanche, je ne sais pas s'il s'agit de la bonne famille. Voilà, regardez, c'est ici. J'ai apporté avec moi quelques noms. Alors, il y a Antoine. Il me semble que c'est une autre famille. Il faudrait qu'on aille voir de l'autre côté, si on trouve une partie plus ancienne. Par exemple ici, voilà. Là déjà c'est plus ancien. Là j'ai trouvé des patronymes qui nous intéressent. Raphaël Garde, 1910-1978. Ça pourrait... c'est un possible frère. Donc, je vais prendre là aussi les informations. C'est un patronyme qui semble à l'état civil assez important. Mais voilà, ça fait aussi du coup plein de possibilités. Donc voilà, plein de pistes à creuser. Et il vaut mieux finalement peut-être en avoir trop que pas assez ou pas du tout. Donc voilà. L'enquête s'annonce ardue et Claire et Nuno ne s'imaginent pas la découverte incroyable qu'ils vont faire. En matière de généalogie, il y a des dossiers qui marquent une carrière à tout jamais. C'est souvent le cas des successions, dans lesquelles il y a beaucoup d'argent. Je suis Véronique Cantegrel, je suis généalogiste. Ma mission consiste à rechercher des héritiers, à la demande des notaires principalement, quand une personne décède sans héritier connu. Au départ, on a une personne décédée, Guillemette, qui vivait à Paris dans le 18e et dont on ne connaît pas les héritiers. L'histoire de Guillemette semble assez banale. Sans enfant, elle vivait seule dans un appartement depuis de nombreuses années. Pourtant, en 25 ans de généalogie, Véronique s'apprête à vivre l'un des dossiers les plus palpitants de sa carrière. Dans cet appartement, le jour de l'inventaire, la commissaire-priseur commence à prendre chaque livre, l'un après l'autre, dans la bibliothèque. Et je ne sais pas pourquoi, je la vois lever le bras et passer la main au-dessus de la bibliothèque. Et là, elle sort un livre et elle me dit « Je pense que j'ai trouvé quelque chose ». Il faut que je me le fasse confirmer, mais je pense que j'ai trouvé quelque chose. Selon les découvertes que le commissaire-priseur a fait, ce dossier peut prendre une dimension financière très différente. Je me mets toujours la pression. Mais là, en plus de la pression, j'ai vraiment l'excitation.
Dans l'héritage que gère Véronique, Bonjour Véronique. Bonjour Myrtille. la commissaire-priseur a fait une découverte exceptionnelle. Alors, Plein de surprises sur ce dossier. de bonnes surprises, j'espère. Bonne surprise. Alors, le lot le plus important, c'est cette édition de Baudelaire, Les Fleurs du Mal. C'est une édition originale de 1857 et en l'ouvrant, j'ai tout de suite vu une dédicace de la main de Baudelaire. Et en feuilletant, deuxième surprise, j'ai trouvé, donc page 53, à la suite du poème Les Bijoux, on a la surprise de trouver une strophe supplémentaire. Incroyable. Et je fus plein alors de cette vérité, que le meilleur trésor que Dieu garde au génie est de connaître à fond la terrestre beauté pour en faire jaillir le rythme et l'harmonie. Exceptionnel. Ouais. Exceptionnel. Donc là, j'ai fait appel à mon expert en bibliophilie qui est venu authentifier l'écriture de Charles Baudelaire et donner une estimation autour des 60 000 à 80 000 euros. Ah oui. Donc c'est l'objet le plus important de la succession pour l'instant. Ouais, énorme. Voilà. Et vous avez découvert autre chose? On a découvert plein d'autres choses. En plus du livre de Baudelaire, la commissaire-priseur a également retrouvé des dessins de Victor Hugo, mais aussi plusieurs tableaux de maîtres. Nous avons une toile d'Eugène Delacroix. Celui-là est estimé entre 20 et 30 000 euros. Ah oui. C'est merveilleux. Merveilleux. Incroyable. Dans son appartement, Guillemette cachait finalement un trésor d'une valeur de près de 200 000 euros. J'ai mis de côté toutes les archives de la famille que j'ai retrouvées en vidant l'appartement. Super, super, parce que pour l'instant, nous n'avons pas terminé nos recherches. Ah, Guillemette. Guillemette appartenait à une grande famille de la bourgeoisie parisienne. Ses deux sœurs sont mortes il y a longtemps. Véronique va sûrement devoir retrouver des cousins. En tant qu'héritier, ils décideront alors ce qu'ils souhaitent faire de ces chefs-d'œuvre. Ça va être très utile. Passionnant. Mon intuition me fait dire que c'est un des plus beaux dossiers que j'ai eu à traiter jusqu'à présent. Oui. Chaque dossier réserve son lot de surprises. Les généalogistes savent que lorsqu'ils plongent dans l'histoire des familles, il faut se préparer à tous les scénarios. À Strasbourg, les recherches pour retrouver les héritiers de Marc, qui a été abandonné à la naissance, ont bien avancé. Julien a fait une découverte surprenante. En continuant les recherches sur l'histoire de Anne, la maman de Marc, on se rend compte qu'au final, elle a eu 7 enfants qui portent son nom et qui, a priori, ont tous été abandonnés. Les généalogistes ont rendez-vous avec 2 héritières. Ce sont des nièces de Marc. Ils s'apprêtent à leur révéler une histoire familiale tragique et ne savent pas quelle sera leur réaction. Bonjour mesdames. Bonjour. Jérôme Carlier. Il peut arriver qu'on bouleverse complètement la vie des gens. On change leur vie parce qu'on leur apporte une meilleure connaissance de leur famille. Depuis la mort de leur père il y a 5 ans, Heidi et Magali ne pensaient plus avoir de famille quelque part. On va un peu vous expliquer comment se compose la famille et quelles ont été nos recherches. Votre grand-mère, donc la mère de votre père, a eu beaucoup d'enfants en fait, et pour une raison qu'on ignore, en fait, elle les a abandonnés au fur et à mesure où elle les a eus. La recherche était un peu compliquée aussi pour nous, et du coup on a réussi à reconstituer en fait cette partie-là de l'histoire de votre famille. Si vous le souhaitez, on peut vous montrer l'arbre généalogique peut-être comme ça. Fait, en fait. Donc là, vous avez en fait votre grand-mère, elle s'appelait Anne, et elle s'est mariée en 1950, et elle a eu 3 enfants de ce mariage-là. Ces 3 enfants, ils s'appelaient Yvonne, Paulette et Jean-Paul. Sur ces 3-là, il y en a 2 qui sont malheureusement décédés, donc c'est Yvonne et Jean-Paul qui sont décédés sans avoir d'enfants. En revanche, Paulette est toujours en vie, et vit à Marseille. Ensuite, biologique, une vraie tout à fait, c'est ça. Une vraie Ensuite, de toute façon, là, on parle que sur du biologique. Hein, là, toutes les infos qu'on va vous donner concernent votre famille biologique. Hein, voilà, ça touche, voilà. C'est ouf. Et votre grand-mère, elle a encore eu des enfants par la suite. Et donc, elle a eu Marc.
Et Marc, il est né en 1955. Mais donc ça, c'est la personne décédée. Ça, c'est la personne qui est décédée, d'accord. Et votre grand-mère a eu 3 autres enfants. Ces 3 autres enfants, ce sont Sonia. Vous avez ensuite Daniel, donc ça c'est votre père, voilà. Et Michel, qui est toujours en vie, voilà. Franchement, non, c'est fou en fait, hein. C'est vraiment hallucinant. On s'aperçoit que Heidi et Magali ne connaissent pas du tout leur famille. On leur fait vraiment découvrir l'existence de ses oncles et tantes, de ses cousins également. Elles ont juste entendu parler d'une sœur de leur papa, qui s'appelait Sonia. Vous aviez quand même des contacts avec certains membres de votre famille. Oui, Sonia. Oui, c'était ma marraine. D'accord. J'ai quelques photos là, justement. On fêtait Noël chez papa, donc à Lunga dans la maison, et elle venait souvent. Je vais retrouver une cousine, je vais retrouver... C'est positif quand même pour ouais, vous, ouais. Franchement, moi je suis déjà vous contente. Vous êtes contente, qu'on va pouvoir retrouver une détente. En fait, c'est excitant à la fois, mais c'est stressant. C'est ça. On se dit qu'on va déjà savoir nos origines, on va savoir d'où on vient, nos racines, on va être un peu comme les gens normaux, si je peux dire. Sûr, parce qu'on a plus de famille, mon conjoint, lui il sait son père, qu'est-ce qu'il est, il sait sa mère, il sait ses cousins, voilà. Jusqu'à maintenant, on était tout seul, et puis maintenant, on se retrouve à plusieurs. On va rencontrer des gens qu'on n'a jamais vus, qui font quand même partie de notre famille. Oui, on n'est plus que toutes les deux, quoi. Ouais. On va être plusieurs. C'est ça. Tu vois, on n'est plus que toutes les deux. Quand même, après tout ce temps, quoi. Ouais. Bravo. Chapeau. Parce que, je m'attendais pas à ça. Je suis bouleversée, mais c'est bien. Et ben, on est ravis. On est très heureux et très contents pour vous, réellement. Ça donne du sens en fait à notre métier. Tous les dossiers ne produisent pas des conséquences comme celle-ci, on ne révèle pas à chaque fois des secrets de famille, mais là en l'occurrence, Magali et Heidi étaient très touchantes et on se dit qu'on sert à quelque chose et qu'on est utile. Ce qui motive vraiment maintenant Heidi et Magali, c'est de prendre contact avec les gens de leur famille qui sont toujours en vie et que nous on a pu retrouver. Et j'espère qu'on va réussir à convaincre les autres membres de leur famille de les rencontrer et de partager avec elles leur aventure. Mais retrouver des héritiers peut prendre du temps. En Italie, Claire et Nuno aussi doivent s'armer de patience pour percer les mystères du légionnaire défunt et dénouer les fils de sa généalogie. Ils ont rendez-vous avec le curé du village en quête d'un baptême ou d'un mariage dans les registres paroissiaux. Le départ de cette affaire concerne ce monsieur. Le voilà. Qui est donc né à Montesardo. Ce que nous voudrions avec ma collègue Claire, c'est consulter son certificat de baptême. Commençons par rechercher l'extrait de baptême de ce monsieur. Comment s'appelle-t-il? Ipazio, né le 5 avril 1923. On va regarder le registre. C'est écrit en latin. Le voilà. Il a été baptisé le 8 avril 1923. On s'attend à retrouver, pourquoi pas, ça arrive, une mention aux marges de son acte, en disant, je ne sais pas, marié à telle date, parce que rien ne nous dit qu'Ipazio ne s'est pas marié avant d'intégrer la Légion. Donc voilà, c'est ce genre d'informations qu'on veut, qu'on espère trouver en consultant l'acte de baptême. Et cette indication de 1944, de quoi s'agit-il? Alors, mais cet homme-là est devenu prêtre. Non. Il est devenu moine. Il est devenu moine? C'est écrit qu'il est entré dans les ordres. La mention de mariage a été effacée, car il ne s'est pas marié, parce qu'apparemment il est entré dans les ordres. Il avait 19 ans? Non, 21 ans. Il est donc entré dans les ordres à 21 ans? Oui, c'est possible à cet âge-là. D'accord. Cette annotation, pour moi, c'est une immense surprise. Je m'attendais vraiment pas à ça. Donc on va finalement un peu de surprise en surprise. Qu'est-ce que nous réserve cet Ipazio, on peut se le demander, finalement.
Hipadio, il nous a déroutés avec Nuno parce qu'effectivement, on ne l'attendait pas du tout là, quoi. On ne pensait pas du tout qu'on allait tomber sur un légionnaire italien moine. Voilà, c'était particulier. Moi, j'avais jamais vu ça dans mes dossiers. Pour les généalogistes, les questions s'accumulent. Et à ce stade, Claire et Nuno n'ont toujours pas la moindre trace d'un héritier. Leur dernier espoir se trouve à la mairie du village, avec l'acte de naissance d'Hipadio. Le point de départ, c'est Hipadio, né en 1923. Je vous donne la date précise tout de suite. Le 5 avril 1923. Alors on parle bien de monsieur Hipadio. Et là, regardez, on a la famille. Super. La famille d'Hipadio. Oui, c'est ça. Donc on a les frères, les sœurs, la mère, le père. Ah, génial. Je peux jeter un coup d'œil? Bien sûr. Ok, ça a l'air d'être une famille nombreuse. Tout à fait. Donc les frères et sœurs d'Hipadio, nous en avons donc 2, 3, 4, 5, 6. Ok, donc c'est Flavio. Donc, Flavio, Ciro, nous avons Girolamo. Donc on a une liste, grâce à ce registre de population de frères et sœurs. On s'aperçoit, malheureusement, qu'ils sont tous décédés. En revanche, toujours en consultant ces actes de naissance, on s'aperçoit qu'en plus des mentions de décès, pour certains d'entre eux, il y a des mentions de mariage à Alessano. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette famille, semble-t-il, est toujours restée sur Alessano. On a sans doute une chance de retrouver des enfants en vie qui, là, pour le coup, seraient neveux et nièces d'Hipadio, c'est-à-dire des héritiers. La voici. Voilà. Donc alors, cette sœur d'Hipadio, Caterine, donc s'est mariée l'anno 1953 à Alessano. Et ensuite, ben voilà, des enfants. Super. Donc, alors nous avons ici, a priori, 3 enfants. Alors, Luca, oui. né le 24 janvier 1954. On a potentiellement retrouvé 3 neveux vivants d'Hipadio. Donc ça veut dire qu'on retrouve une famille pour notre légionnaire. Et ça, c'est une super nouvelle. Claire et Nuno vont maintenant devoir les localiser, en espérant qu'ils soient restés dans la région. En plus de retrouver les héritiers, les généalogistes doivent parfois aussi gérer la succession, surtout lorsque l'héritage est hors du commun. Dans le dossier de Guillemette, cette Parisienne qui possédait un livre de Baudelaire et des tableaux de maître, tous les héritiers ont été identifiés. Ils sont 23 en tout, des cousins éloignés pour la plupart. Ils ont demandé à Véronique de tout vendre. En plus de ses œuvres d'art, Guillemette possédait une maison de vacances dans laquelle la généalogiste veut vérifier qu'il n'y ait pas un autre trésor caché. Bon, allez. Allez, bienvenue dans la maison de Granville. On pourrait imaginer, espérer trouver de belles choses dans la maison de Granville. Ah oui. Mettre un peu de lumière. Ah bah c'est mieux. Quand je rentre dans cette maison, j'ai l'impression qu'elle a fermé la porte en partant, il y a 10, 15 ans, après un week-end à Granville, et qu'elle n'est jamais revenue. On a un ravissant peigne. C'est ravissant. Hein? Oui, c'est ravissant. En laissant ses livres, ses vêtements, ses chaussures de pluie. D'ailleurs là, on voit la vaisselle quotidienne. Tout est assez raffiné. Ce qui est fou, c'est que quand on regarde les objets de cette maison, hop, l'argenterie avec des initiales aussi. Avec les initiales. On se rend compte que dans cette famille, il y a une histoire. On voit le tableau. Donc là, vous pensez que c'est Alfred Busquet? Oui, on reconnaît Alfred Busquet.
C'est lui qui connaissait Victor Hugo, qui connaissait Baudelaire, qui était poète. Alfred Busquet, écrivain au XIXe siècle, était le grand-père de Guillemette. C'est lui qui a fait la fortune de la famille. Toutes ces archives que nous trouvons à Granville m'expliquent le lien qui pouvait exister entre Victor Hugo, Baudelaire et Guillemette. Donc on peut peut-être bien regarder chaque livre en faisant notamment attention à ceux qui ont une jolie relure. Toujours preuve d'une valeur de l'ouvrage. C'est pour ça que je suis aussi attentive. Je regarde tout. Alors Chateaubriand... Non. Pas de Baudelaire. Pas de Baudelaire cette fois-ci. Véronique et la commissaire-priseur n'ont trouvé aucun objet de grande valeur. Allez, on a terminé? On a terminé. Alors on y va. Mais la vente de tout ce que contient la maison pourrait rapporter une belle somme d'argent à la succession. En matière d'héritage, certains défunts laissent des surprises de taille aux généalogistes. Chaque dossier, c'est une nouvelle aventure en fait. Des nouvelles questions à se poser, on se demande comment on va y arriver, quelles sont les personnes qu'on va retrouver. Donc chaque dossier, c'est un nouveau livre en fait qu'on ouvre et qu'on va devoir écrire. Je m'appelle François, je suis généalogiste depuis 13 ans à Marseille et dans la région. Notre métier, c'est un vrai travail d'enquête au départ. Numéro 12. Au cimetière de Marseille, François doit rechercher des héritiers suite à 2 mystérieux décès. La recette, ça doit être plus par là alors. 12, c'est peut-être ça, c'est peut-être là. Ah, tiens. Robert. La particularité qui rend le dossier, je pense, exceptionnel, c'est qu'au départ, on n'a pas un défunt, mais 2 défunts, qui sont donc un frère et une sœur. On va chercher Rose peut-être. Qui ont vécu toute leur vie sous le même toit et qui sont décédés le même jour, à la même heure. 12. Elle est là, Rose. Elle est là. Je pense qu'ils vraiment, ils avaient personne autour d'eux. Même pas un ami, je pense. Donc, on en saura plus peut-être en connaissant les circonstances du décès, mais visiblement, il n'y a personne qui s'est occupé de leur offrir une concession décente. Au départ, c'est très mystérieux. On se demande ce qui s'est passé. On a des personnes qui étaient célibataires et qui ont fait un testament l'un envers l'autre. Donc on peut se poser des questions sur le reste de la famille. Ça s'annonce un peu compliqué, oui, effectivement, au départ. Ça s'annonce même très compliqué. Pas de sépulture décente. Pourtant, dans la succession de Rose et Robert, l'héritage est conséquent. 700 000 € de liquidités et un vaste appartement à 2 pas du Vieux-Port. François, le généalogiste du cabinet ADD, s'y rend en quête d'indices. Ça vous fait quoi d'ouvrir la porte comme ça? On ne sait jamais trop à quoi on va s'attendre. Ça fait un petit moment que personne n'est rentré, donc on va voir. J'espère que ça va aller. Ah oui. Ouais, vache. La première des choses qui me frappe, c'est l'odeur quand on rentre. Ok. Il y a la lumière. C'est du lourd là. Ah oui. Je vais rentrer la lumière. Ah oui. Un séjour. On en a de partout. On essaye de comprendre. Déjà, on voit tout un capharnaüm pas possible dans cet appartement. Donc on voit la situation telle qu'elle a été laissée au jour du décès en fait. Donc le temps s'est arrêté. Quand on rentre dans l'appartement, souvent ça peut être 6 mois, 1 an après. Pourtant les choses n'ont pas bougé.
je cherche, on va essayer dans ce Capharnaüm de trouver quelque chose, mais c'est pas gagné. C'est pas gagné. Ça, ce sont des vieilles photos. Elles sont belles, ces photos. On va essayer de trouver des choses, là, mais... Ben voilà. Ah, ben, par exemple, là... Alors, Jacqueline, 13 ans et demi. Jacqueline, je sais pas qui c'est. Robert, 8 ans. Et maman, 43 ans. Donc Robert, c'était... Voilà, Robert, ça doit être le jeune garçon. Jacqueline. Est-ce que c'est une sœur? Est-ce que c'est une cousine? On va voir. On va... Ça nous permettra... En tout cas, c'est une bonne piste, ça. Je la mets de côté. Ça, c'est un courrier. Alors, chers frères et sœurs, n'oubliez jamais que vous êtes nos petits frères et sœurs. Ah, donc déjà, là, on a une super info parce qu'on sait que visiblement, alors c'est signé votre grande sœur Azad. C'est inespéré. Visiblement, on a une sœur, donc avec des gens qui sont très proches en degré de parenté. On se dit qu'on va faire des recherches avec sans doute des surprises, puisque de la famille très proche, qui est à retrouver, visiblement. Qu'est-ce que c'est, ça? On dirait un journal, encore, qui est tenu le 1er mai 2000. Maurice nous a téléphoné. Grande surprise. Depuis plus de 35 ans qu'on nous a ignorés, on pouvait crever. Qu'est-ce que l'on peut comprendre? C'est un peu dur, ça, hein, d'écrire ça. Visiblement, oui, ça, le lien était rompu. Le lien était rompu, je ne sais pas pourquoi, mais... En rétablissant le lien avec les héritiers, le généalogiste risque de raviver des querelles familiales. Mais ces passeurs d'histoire aident parfois aussi des familles à se retrouver après avoir été séparées par le destin. Dans l'Est, après plusieurs mois de recherche, Jérôme et Julien ont retrouvé tous les héritiers de Marc. Des frères et sœurs qui, comme lui, ont été abandonnés à la naissance, mais aussi 2 nièces. Magali et Heidi, on se rend compte qu'elles ne connaissent aucun membre de leur famille, à l'exception de Sonia, une des sœurs en fait, de leur père, avec lesquelles elles ont quelques souvenirs. Magali et Heidi, tout de suite, en fait, manifestaient leur souhait de pouvoir rencontrer d'autres membres de leur famille. Alors Michel, qui est la tante d'Heidi et de Magali, a été la seule finalement à vouloir et à accepter de les rencontrer. Jérôme leur a donné rendez-vous dans le village où vivait Marc. Merci beaucoup en tout cas. C'était un peu l'excitation. Je me posais la question à quoi elle va ressembler. Si elle aura des traits de ma tante, comment elle va être, est-ce qu'elle va être contente, est-ce que... Voilà. On est excité, en même temps on a peur. On a peur aussi, je pense, d'être déçus. Michel, leur tante, a longuement hésité avant de venir. Les 2 jeunes femmes ne savent pas à quoi s'attendre. En Alsace, c'est le moment tant attendu pour les héritiers de Marc qui a été abandonné à la naissance. Ses nièces, Heidi et Magali, s'apprêtent à rencontrer leur tante Michel. Elles espèrent bien renouer les liens de cette famille déchirée. Ça va. Voilà. Comme ça, hein, comme chez nous. Michel. Ça va. Ça fait bizarre. Oh là là. Incroyable. Quand je la vois là devant moi, bon, elle avait le masque, bien sûr. Après, elle l'a enlevé. Et là, je me suis dit, j'ai l'impression de voir ma tante Sonia devant, quoi. C'était hallucinant. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de vous rencontrer? Moi, il me connaît, c'est bon. Ça fait bizarre. Oui, ça fait bizarre. Moi, je la vois pas bien à cause du masque. Oui, mais C'est Sonia. Hein. C'est Sonia. C'est Sonia. Michel n'était pas certaine de vouloir les rencontrer. Pour toutes les 3, le moment est émouvant.
Vous n'avez pas de photos de Sonia? Et non, moi j'ai pas beaucoup de Dans l'album, photos. Heidi. Dans l'album. L'album photo à la maison. Oui, Tu vas avoir une photo de Sonia. On y va? Elles ont souhaité voir où était enterré Marc, cet oncle qu'a priori personne ne connaissait. Mais elles vont faire une découverte bouleversante. C'est rang numéro 5. C'est certainement plus loin. Sonia, elle est là? Il y a Sonia ici? Marc, il est là, vous voyez, hein, 1955-2019. Elle est enterrée ici. Mais je savais pas, et papa il m'avait jamais rien dit que c'était ici. Mais je suis même pas sûre que papa était au courant qu'elle était ici. Donc Sonia savait l'existence depuis longtemps de ce Marc. Oui, mais alors comment ça se Tu fait vois? qu'elle est décédée à Colmar? Qui c'est qui a fait les Et funérailles? voilà. Bah, c'est peut-être Marc. Bah voilà. C'est certainement Marc d'ailleurs. Ah bah, alors, là, je suis comme vous, hein, je découvre. Pour nous, on le savait pas non plus. Hein. Pourquoi alors mon père il a jamais été au Pourquoi courant? Mais oui. C'est une histoire de fou, franchement. C'est Ah, compliqué. j'ai du mal à... Ah, c'est compliqué. Hein. Très cher. Mère, Marc. Ah, c'est... Il y a un peu de la déception. Avec Magali, on aurait pu avoir la chance si, je sais pas, ma tante ou quelqu'un d'autre aurait dit « Ah, bah tiens, Marc, tu sais que tu as encore une nièce, tu sais que tu as un frère. Ce frère, il s'appelle Daniel, il a 2 filles. Est-ce que ça t'intéresserait de les connaître, oui ou non ?» Beaucoup de questions, on n'aura jamais de réponse. Vous voyez, finalement, Marc et Sonia s'étaient retrouvés. Vous vous êtes retrouvés maintenant. Donc, finalement, on arrive à reconstituer toute l'histoire de votre famille et les liens entre vous. On va de surprise en surprise et finalement on pensait que personne ne se connaissait dans cette famille. Et là, on s'aperçoit aujourd'hui, devant cette tombe, que finalement Sonia et Marc étaient en contact. Et c'est bouleversant pour les héritiers et c'est très particulier. Ouais. Ça fait, ouais, c'est bizarre. Ouais. Je trouve que c'est un peu du gâchis tout ça. Non? Là, tu vois comment le dialogue est important, hein, ouais, qu'il faut parler dans une famille. Hein. Là, tu vois. Hein. Là, tu vois. Ouais. J'imagine qu'après une journée comme ça, vous souhaitez vous revoir, peut-être dans d'autres circonstances aussi. Ouais. Je pense que... J'espère, oui. Effectivement, oui. C'est finalement le début d'une nouvelle histoire aussi pour vous. Oui, bien sûr, oui. Ouais, le fait de les avoir retrouvés aussi. Ouais. C'est important pour vous. Ouais. Pour ma part, c'est la première fois que je fais face à un dossier avec autant de rebondissements. À la fin, on est assez heureux quand même d'avoir pu faire se rencontrer Magali, Heidi et Michel. J'espère dans le futur qu'elles resteront en contact et que grâce à nous, elles auront pu nouer des liens précieux pour elles. C'est tout ce que je leur souhaite. Il ne suffit pas toujours de retrouver des héritiers pour venir à bout d'un dossier. Parfois, c'est après que la tâche s'avère beaucoup plus stressante pour les généalogistes. À Granville, chez Guillemette, cette défunte qui possédait des chefs-d'œuvre estimés à plusieurs dizaines de milliers d'euros, c'est jour de vente aux enchères. Ce matin, il s'agit de vendre le mobilier de sa maison de vacances et les acheteurs sont venus en nombre. Bonjour. Bonjour madame, comment allez-vous? Ça va et vous? Allez. Je ressens un peu de tristesse liée au fait que ces objets qui constituent une histoire de la famille vont être vendus, que toute une partie de la vie de Guillemette va être dispersée. Reste maintenant à savoir si le public sera séduit par les objets de Guillemette et si la vente rapportera suffisamment d'argent à la succession pour couvrir tous les frais engagés. Bonjour, monsieur Jojo. Comment allez-vous, maître? Ouais, ça va bien. Alors vas-y, viens m'expliquer. On attaque. Je te donnerai la liste avec les photos. Ouais. Et on attaque. Véronique a mandaté Florence Roy, commissaire-priseur, pour vendre les objets de Guillemette. Il faut à tout prix vider la maison
Mobilier, bibelots, tout doit disparaître. Non, elle est toute mignonne, ma petite commode. Elle est jolie en plus, elle est galbée. Et vous avez vu mon petit bureau, il vous intéresse moins, mon petit bureau scribant? Les galbés toutes faces? Oui, j'ai vu. Il n'y avait que des jolies choses. Vous arrivez de Versailles? Ouais. Ah, mais c'est bien. On a un acheteur motivé, c'est bien ça. Les ventes sur place, ça crée toujours un engouement qui, pour l'instant, s'est jamais démenti. Même les chiens, ils viennent. Allez, voilà. Voilà, on a les gens avec leurs chiens. Il est quelle heure, là? 10h30. Allez, on est parti. On attaque. Allez, tout le monde dehors. Allez, les gars, on y va. C'est tout bon? On va commencer la vente. C'est parti, on commence avec ce petit buste en plate, patiné sur pied doux. Je commence à 10 €. Rapidement, qui prend l'enchère? 10 €, vous levez la main et c'est à vous. C'est pris ici par monsieur à 10, qui met 15. J'adjuge à 10. Adjugé 10 €, nouveau numéro. Alors, on vous a fait tout un lot, les bougeoirs. Oh non, non. Allez, j'ai preneur à 20, qui couvre? C'est la première fois que j'assiste à ce type de vente. J'ai toujours assisté dans les salles d'enchères des commissaires-priseurs, mais jamais dans les maisons. 3 vases, on en a un en cristal. Moi, c'est sûr que j'aime bien. On va mettre Voilà. des roses. Voilà. C'est ton côté sentimental. Alors, le lot de 3 vases, 10 €. On met 15. On met 15. En plus, il y a un vrai spectacle. 35, l'enchère revient devant. On a l'impression d'être dans une pièce de théâtre. Allez, ma petite bergère, sympathique. 120, 130, 150. Allez, paire de fauteuils en acajou, pied sabre, crosse, 19e, voilà. Très belle boîte. Il y a la clé, il y a tout. Il y a la clé, il y a tout. 450. Allez, adjugé, 450. C'est un beau prix. 450 pour une estimation à 30, 40. C'est pas mal. J'ai un petit miroir qui est sur le côté. En quelques heures, tous les objets et les meubles que possédait Guillemette trouvent acquéreur. Faire cette vente dans cette maison, cela donne une autre valeur aux objets. Et vous regardez la table de salle à manger, le 61. Puisque les enchérisseurs étaient là, voyaient les pièces qu'ils achetaient dans cette maison, et je pense qu'il est plus facile de se projeter. Vous êtes contente? Oui, ouais. Ravie. Non, c'est une belle vente. Ouais, c'est une très belle vente. Vous avez le montant global ou pas encore? Bon, je crois qu'on a dépassé les 20 000 €. Ah oui, ouais. Vous emmenez la poussière aussi? On vous la laisse sur le trottoir. Je suis ravie de ces enchères qui font que les héritiers vont en profiter. J'espère que ça promet pour la suite. Le plus important reste à faire pour la généalogiste. Vendre la maison, mais aussi les œuvres d'art que possédait Guillemette. Notamment le fameux livre de Baudelaire, estimé à 80 000 €. Dans ces affaires d'héritage, il arrive parfois que l'aspect financier s'efface totalement devant l'enjeu affectif. Dans le sud de l'Italie, la mission de Claire et Nuno s'achève. Ils ont retrouvé 17 héritiers du légionnaire Ipazio. 2 d'entre eux ont accepté de les rencontrer. Buongiorno. Buonasera. Luca? Je suis Luca, l'héritier d'Ipazio. Donc vous êtes le frère de Maria Claudia. Oui, je suis Claudia. Il ne s'agit pas d'arriver et de dire, bon, ben voilà, vous êtes héritier et basta. Non, pas du tout. Il y a une vraie explication, un vrai échange qui doit se mettre en place. Parler de la famille, parler de la personne et écouter ce qu'elle a à nous dire, le comprendre. Vous l'avez connu, vous? Oui, j'ai connu Ipazio quand j'étais petit. Ah, vous l'avez vu? Non, moi jamais, j'étais trop petite. Donc il était revenu en Italie? Oui, il est revenu pour quelques jours de vacances. Je sais pas, ça devait être en 1962, je sais plus. Mais c'était très court. Una breve vacanza. Ipazio, avant de se rendre à la Légion étrangère, avait passé quelque temps dans un monastère près de Bari. Est-ce que vous saviez ça? Bien sûr, Bien sûr, oui. Ah, vous le saviez? Oui, bien sûr, on savait qu'il était devenu moine. D'ailleurs, on nous racontait que mon grand-père était très fâché qu'Ipazio n'ait pas poursuivi la carrière ecclésiastique. Ça, c'était en France? Oui, il y a 15 ans de différence entre les deux photos. Il est mieux sur la première que sur la deuxième. Vous n'êtes pas d'accord? Il est plus raffiné sur celle-ci.
Hipadio est revenu, je crois, une fois en tout et pour tout en Italie, donc jamais en fait. Il a complètement coupé les ponts avec sa famille, il ne l'explique pas vraiment. À ce moment-là, ils ne savent pas vraiment pourquoi Hipadio a décidé de ne jamais revenir. Ma mère devait réconforter ma grand-mère parce que la disparition de son fils l'avait beaucoup affectée. Ma mère l'a rassurée en lui disant « Ne t'inquiète pas, il est occupé pour le moment ». Mais le fait est que ma grand-mère a énormément souffert de cette situation. Je suis ému parce que moi, j'ai vécu avec ma grand-mère. Elle est décédée avec cette douleur de ne pas pouvoir revoir son fils, son Hipadio. Ma grand-mère souffrait qu'il ne vienne pas la voir plus souvent. Et elle est partie avec ce regret. Elle disait « Il ne vient pas, il ne vient pas ». Puis elle est tombée malade. Vous voyez, cela m'émeut un peu. Et de recevoir aujourd'hui des nouvelles d'Hipadio à sa place me gratifie d'une certaine manière. Dans la succession, il y aurait environ, à partager entre tous les héritiers de Hipadio, 200 000 € de liquidité. Ça fait toujours plaisir de se rendre compte que voilà, il avait une vraie famille qui tenait à lui et qui en fait jusqu'à la fin de leur vie ont voulu le revoir. Donc finalement effectivement que la succession, enfin l'héritage d'Hipadio revienne à ses héritiers italiens, je trouve ça très beau, très poétique de me dire que il revient enfin au pays. Voilà. Regardez ça, c'est une photo d'Hipadio. Il avait deux familles, la famille Légion et sa famille italienne. Dans le prochain épisode, la succession de Rose et Robert, le frère et la sœur morts en même temps à Marseille, va réserver des émotions fortes aux généalogistes et à l'héritier. C'est triste de finir comme ça, ouais. C'est la misère de vivre dans cet état. Une vie de misère, mais un trésor caché en héritage. Voilà donc ce qu'on a trouvé dans les deux coffres qu'on a ouverts. D'accord. C'est un joli petit paquet de pièces. Je pensais qu'ils avaient de l'argent peut-être, mais pas des pièces d'or, quoi. Dans la succession comprenant le livre de Baudelaire et les tableaux de maître, l'affaire va connaître un dénouement totalement inattendu aux enchères. 40 000. 40 000, 41 000, 42 000. C'est très excitant. Est-ce qu'on a 170 170 000. Incroyable. Mais ce sont aussi des œuvres d'art inclassables que les généalogistes vont découvrir au fond des bois. On accède à un musée à ciel ouvert, donc c'est assez déstabilisant. Après le décès d'un homme qui avait mené toute sa vie en ermite. Comment il a fait des sculptures dans le plafond? Non, mais il a sculpté la pierre et l'a mis. Que fera la famille de cet héritage encombrant? Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Héritiers inconnus.